Bonjour et bienvenue sur ce webinaire CJBOT d'aujourd'hui. Je m'appelle Younes Seni, je suis responsable efficacité énergétique chez CJBOT. Et pendant une heure, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire au cours duquel nous allons revenir assez largement sur la disparition du tarif d'achat C16 et CR16 et puis sur les solutions qui existent pour valoriser la cogénération. Avant de commencer, quelques points logistiques. Les questions, alors vous avez un chat disponible à votre droite en principe. Les questions se posent donc dans ce chat. Certaines seront sélectionnées pour être répondues en live avec les intervenants. Les questions qui ne pourront pas être traitées aujourd'hui seront traitées par écrit par la suite. Un document sera mis à votre disposition. L'idée étant de répondre à l'ensemble des questions. Et enfin, le webinaire est filmé. Et donc un replay sera disponible par la suite après le webinaire. Très bien, nous pouvons commencer. Donc, la cogénération, c'est une technologie bien connue dans le monde du bâtiment qui permet de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité à partir d'une seule source d'énergie. La chaleur peut être consommée directement sur place et l'électricité peut être, elle, soit autoconsommée, soit réinjectée et donc valorisée sur le réseau. Elle dispose, alors la cogénération dispose de nombreux atouts. On peut citer par exemple notamment le fait que c'est une technologie particulièrement efficace puisque elle est 20 à 30% plus efficace qu'une production séparée de chaleur et d'électricité. C'est aussi une production locale d'énergie qui rapproche donc les lieux de consommation et de production et qui permet de réduire les pertes en ligne notamment. Et enfin, c'est une production complémentaire aux énergies renouvelables, aux productions d'énergie renouvelable, qui permet notamment de réduire la pointe saisonnière et de gérer les intermittences liées aux ENR intermittentes. Alors, elle permet également d'avoir des revenus complémentaires grâce notamment aux tarifs d'achat C16 et CR16 qui permettaient d'avoir de la visibilité sur 15 ans pour le producteur, ce qui était relativement confortable. Néanmoins, la fin de ce dispositif étatique a été actée cet été par l'État, par un arrêté d'abrogation. Donc, concrètement, le C16 et le CR16 prendront fin au 23 février 2021. Au-delà de cette date, plus aucun contrat ne sera accepté. Néanmoins, il faut préciser quand même que tous les contrats qui auront été signés avant cette date, eux, continueront à vivre pendant 15 ans. Bon, pour autant, est-ce que ça veut dire que la fin du C16 signifie la fin de la cogénération? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres mécanismes qui permettent de valoriser l'électricité qui est produite? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Donc, je vais avoir le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par 3 intervenants. Alexis Demassier de la société Énergie Pool, avec qui nous reviendrons sur la valorisation de la cogénération sur les marchés de l'énergie. Régis Contreau, qui est chef de projet usage de l'énergie chez GRDF, qui nous parlera notamment d'autoconsommation individuelle et d'autoconsommation collective aussi, on y reviendra. Et enfin, Emmanuel Delmotte, maire de Châteauneuf, qui a engagé sa commune dans un projet d'autoconsommation collective communale, avec qui nous reviendrons sur la vision qu'il porte pour sa commune, sur une vision d'autonomie énergétique, dans laquelle l'autoconsommation collective et la complémentarité des énergies a une place centrale. Nous allons commencer avec la première session avec Alexis. Petit propos peut-être d'introduction avec la croissance de la production énergétique à partir de renouvelables intermittents qui se prédit mais qui ne se maîtrisent pas. Les nouveaux usages de l'électricité, notamment on peut citer par exemple les véhicules électriques, et aussi ceux qui sont amenés à s'intensifier à l'avenir comme le chauffage électrique. Le système électrique est finalement mis à rude épreuve et sa capacité d'adaptation est finalement en permanence challengée et il faut la gérer. Le système électrique peut notamment compter sur la complémentarité des réseaux avec notamment un réseau gaz qui est disponible, qui n'est pas saturé, qui se verdit, mais aussi sur des acteurs qui agissent pour aider le système électrique lorsqu'il est sous contrainte. C'est le cas des agrégateurs qui peuvent donc agir sur les consommations finales, mais aussi sur les productions pilotables comme l'est la cogénération. Alors, je vais introduire Alexis Demassier. Donc, Alexis Demassier, bonjour et bienvenue. Vous êtes donc le directeur innovation et développement chez Énergie Pool. Énergie Pool, qui est donc un agrégateur. Vous êtes un spécialiste dans la valorisation des actifs de production d'énergie comme la cogénération. Est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de l'agrégateur, qui n'est peut-être pas connu de tous, et également nous expliquer de quel levier un agrégateur dispose pour valoriser une cogénération sur les marchés? Merci Younes.
Le rôle de l'agrégateur, vous l'avez déjà partiellement introduit, le rôle de l'agrégateur, c'est d'être là pour aider à l'intégration des consommations et des productions décentralisées dans le système. Et donc nous allons voir ensemble en quoi la cogénération, donc, qui est quand même un mécanisme, un actif extrêmement souple, peut contribuer, au fonctionnement du système électrique. Donc la valorisation d'une cogénération se fait, comme pour tout actif, à travers finalement un millefeuille de mécanismes. Nicolas, voilà. Donc la cogénération, la valorisation d'une cogénération se fait à travers plusieurs mécanismes, à travers les marchés long terme, les mécanismes de capacité, les mécanismes d'autoconsommation, la valorisation en quasi temps réel, sont des actifs qui sont extrêmement souples et qui peuvent se valoriser sur ces différents mécanismes. Alors, il faut bien dégager, d'un côté, distinguer des mécanismes de valorisation à travers de l'énergie, finalement. Donc, c'est la capacité du système de cogénération à produire des électrons qui vont alimenter le système électrique. Et de l'autre côté, finalement, sa disponibilité. Le simple fait que les cogénérations soient présentes, soient disponibles, a de la valeur pour le réseau électrique dans la mesure où ces actifs, même quand ils ne sont pas utilisés, ou même quand ils ne sont pas utilisés à leur taux de fonctionnement nominal, ont une souplesse de fonctionnement qui leur permet de venir absorber les pointes des creux de consommation sur le réseau électrique. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, la valorisation d'une cogénération, elle se fait à travers différents horizons temporels et avec des niveaux de complexité différents. Le premier pas, finalement, c'est la valorisation macroscopique à partir d'un profil saisonnier typique. Et là, elle se fait, c'est une valorisation sur les marchés long terme. On va valoriser un profil assez simple sur les forwards. Et à cette valorisation, elle s'ajoute tous les revenus qui peuvent être escomptés de la capacité, la capacité à aider le système électrique lors des pointes hivernales, ainsi que tous les revenus, les économies qui peuvent être réalisées au niveau de la consommation et des raccords électriques, donc l'optimisation du tarif d'utilisation au réseau public d'électricité. La deuxième étape, c'est l'ajustement plus proche du temps réel, l'ajustement au spot, où on va finalement, en fonction de l'évolution des besoins de l'installation et dans son contexte, donc l'évolution de son besoin chaleur, l'évolution de sa disponibilité opérationnelle, on va venir ajuster la position qui a été prise sur les marchés long terme et on va le faire sur le spot. Et le dernier horizon temporel, c'est celui du quasi temps réel, où finalement on va venir vraiment aider le système à équilibrer le déséquilibre résiduel. On va venir aider RTE directement ou indirectement. Et donc pour ça, il y a des mécanismes dits de réserve ou alors des mécanismes d'intraday, mécanismes de réserve, notamment le mécanisme d'ajustement, qui permettent de venir mettre à disposition de RTE de la capacité disponible. Et donc le niveau de complexité va croissant dans la mise en œuvre de ces mécanismes. Je cite par ailleurs un autre élément qui est en train d'arriver, c'est la possibilité de valoriser vis-à-vis d'Enedis, donc la mise à disposition de la flexibilité au niveau local. C'est encore au stade de pilote à l'heure actuelle, mais il est vraisemblable que ce soit amené à se développer dans les prochaines années et que cela constitue une source de revenus supplémentaire pour ce type de système décentralisé. Si on se pose maintenant la question de savoir comment est-ce que ça se passe de manière concrète, Nicolas, si on peut passer au slide suivant. Voilà, donc là, comment est-ce qu'on finalement on arbitre, quels sont les schémas de décision qui permettent d'anticiper le meilleur schéma de valorisation. La cogénération, par définition, elle produit, et tu l'as rappelé Younes, elle produit de la chaleur avant tout. C'est ce qui fait son efficacité remarquable. Donc à tout moment, et en particulier au moment où de la conception, se pose la question de savoir s'il y a un besoin de chaleur ou pas.
Selon qu'il y a un besoin de chaleur, une installation va pouvoir être valorisée de différentes manières. Dans le cas où il y a un besoin de chaleur, selon que l'installation dispose ou non de systèmes de stockage et de systèmes d'aérothermes pour évacuer cette chaleur, on va avoir accès à l'ensemble de la palette des mécanismes de valorisation, ou au contraire, on va être limité à la valorisation par l'autoconsommation et par le marché. À l'inverse, donc s'il y a aucun, s'il y a très peu, si on n'a pas de besoin de chaleur, soit on a des aérothermes et à ce moment-là, on peut avoir une valorisation opportuniste de l'actif purement dans sa capacité à produire de l'électricité. Il est évident qu'un système de cogénération où il n'y aurait ni besoin de chaleur et ni aérotherme ne sera pas compétitif par rapport à des actifs qui sont à la production d'électricité. Donc, il faut bien se rendre compte que la valeur d'un système de cogénération, elle se fait par rapport au contexte dans lequel il est pensé, dans lequel il a été conçu. Et donc, c'est dès le moment, dès la conception, qu'il faut, pour un nouveau projet, qu'il faut se poser la question de savoir quelle est la meilleure manière, quel va être le régime de fonctionnement de ce système, quels vont être les besoins de chaleur, et donc comment est-ce qu'on peut au mieux valoriser en rajoutant ou en ne rajoutant pas des systèmes qui vont augmenter la flexibilité, par exemple avec du stockage ou des aérothermes. Donc Alexis, finalement, on peut dire que le dimensionnement de la cogénération est une étape clé, et notamment le dimensionnement des équipements qui vont permettre notamment de faire cette flexibilité sur les marchés. Tu as parlé d'aérotherme, tu as parlé de ballon, ces éléments sont clés dans l'idée de génération sur les marchés. Alors tout à fait. Alors tout à fait. Il y a ces deux éléments-là à prendre en compte, et puis aussi la notion de la consommation locale, puisque la cogénération est un outil d'autoconsommation, et donc il peut créer beaucoup d'économies par rapport à la consommation d'électricité qu'il peut y avoir par ailleurs sur le site ou dans l'environnement immédiat. Si ensuite on se pose la question de la mise en œuvre de cette valorisation sur les différents mécanismes identifiés, là on se rend compte qu'on passe d'un schéma qui était relativement simple, avec un EDF, obligation d'achat, qui rachetait l'électricité, des profils de fonctionnement qui étaient extrêmement bien établis, connus à l'avance. Et donc on passe dans un système où au contraire on a dit que les profils pouvaient évoluer dans le temps, que les mécanismes auxquels il fallait faire appel étaient quand même assez variés. Et donc là, en fait, l'agrégateur vient prendre la place de DFOA pour recréer cette valeur de l'énergie. Alors donc on a mis le nom d'Energy Pool, mais évidemment il y a d'autres agrégateurs. Et donc c'est l'agrégateur qui va s'occuper de la mise en œuvre à la fois dans les achats, reventes d'électricité, mise à disposition de capacités auprès de RTE, mais également dans la mise en œuvre physique du pilotage de la cogénération, avec un pilotage à distance par un système et donc l'agrégateur s'engage va relativement loin dans l'accompagnement de l'exploitant de la cogénération pour faire en sorte que ce soit aussi simple et transparent que possible. Il va cacher toute la complexité des marchés et de la mise en œuvre et normalement recréer la valeur financière qui existait avant dans le schéma d'obligation d'achat. Alexis, peut-être en réaction, une petite question qui nous est arrivée sur la question des aérothermes et du ballon tampon. On est bien d'accord pour bien clarifier que le fonctionnement normal et logique d'une cogénération, c'est bien de valoriser à la fois l'électricité et la chaleur. Tout à fait. La raison d'être d'une cogénération, c'est quand même le besoin de chaleur. Les aérothermes ne sont là que pour répondre à des opportunités ou répondre à des contraintes momentanées, mais la raison d'être d'une cogénération, c'est pas de produire simplement de l'électricité. Et l'objectif même, je dirais, c'est de réduire le coût de la thermie, avant tout. C'est de fournir de la chaleur à un coût qui soit le plus abordable possible.
C'est vrai qu'autrement dit, on ne peut pas vraiment anticiper les contraintes qu'on pourrait rencontrer sur le réseau électrique. Et donc, les sollicitations de la cogénération. Donc, lorsque ces contraintes arrivent, c'est à ce moment-là qu'on peut soit les stocker dans des ballons, soit éventuellement utiliser des aérothermes, mais ça reste une utilisation exceptionnelle. Tout à fait. Merci, Alexis. Donc, si ensuite on aborde la question de la taille des cogénérations, parce que finalement, il en existe de différentes tailles, des petites, des plus grandes. Nicolas, si on peut passer aux transformations. Voilà, donc des ordres de grandeur typiques, hein, c'est pour orienter un petit peu les schémas de décision, mais sur des cogénérations de 1 MW, on va avoir accès à peu près à toute la palette des optimisations possibles. Parce que là, il y a un volume suffisamment. Disons que cette taille permet de mettre en œuvre des systèmes assez complexes. Et l'environnement de ces centrales de cogénération offre généralement pas mal de souplesse d'exploitation. À l'inverse, sur des cogénérations d'une centaine de kilowatts, on est généralement dans des environnements assez contraints, avec un besoin de chaleur qui est assez stable. Les économies se font principalement via l'autoconsommation. Évidemment, il y a des cas particuliers, il y a une zone grise entre les deux, mais ça permet d'orienter un petit peu les schémas de valorisation. Et pour finir, je vais vous donner quelques ordres de grandeur de ce qui peut être vraiment réalisé sur les marchés. Nicolas, si on peut passer au slide suivant. Voilà. Dans une configuration, on aurait si on comparerait une cogénération et une chaudière à gaz avec des capacités de production équivalentes au niveau thermique, la mise en œuvre d'une cogénération dans le cadre, alors un exemple précis, hein, on a choisi le quatrième trimestre de l'année 2020 avec une fixation des positions au 11 septembre dernier. Dans ce contexte-là, et c'est des optimisations qu'on a pu faire pour certains de nos clients, on se rend compte qu'on arrive à avoir une économie. Donc, si on prend le cas d'un fonctionnement 24-24, 7-7, et qu'on compare le coût de production de la cogénération par rapport au coût de la chaudière, donc 5,7 € par mégawattheure thermique par rapport à 27,6 € mégawattheure thermique pour la chaudière, on génère une économie de 61 000 € donc pour cette cogénération de 1 MW électrique. Si on fait une optimisation similaire seulement sur un schéma où on fonctionne en semaine de 8h à 20h, on arrive même à avoir des thermiques qui sont des mégawattheures thermiques qui sont gratuits, plus que gratuits. Et l'économie est de 39 000 €. Donc c'est pour montrer qu'on parle de montants qui sont quand même assez significatifs, d'optimisations qui sont réelles. Alors on me dira qu'il n'y a peut-être pas tous les coûts derrière ces gains sur ces économies sur les marchés. C'est vrai que dans le cas d'une cogénération, on aurait une souscription gaz qui serait un peu plus élevée. On a fait rapidement le calcul. Sur une cogénération, on estime que les 2/3 de la puissance souscrite, du surplus de puissance souscrite gaz, il est déjà remboursé par le mécanisme de capacité électrique. Et le tiers restant, il est déjà absorbé sur l'économie qu'on a pu faire sur cette optimisation au quatrième trimestre. Donc, c'est vraiment des mécanismes qui fonctionnent et qui permettent, qui rendent une cogénération extrêmement compétitive et qui permettent de vraiment économiser sur la production de la chaleur. Merci Alexis. Peut-être une petite question avant de passer à la suite et on reviendra sans doute aux questions à la fin. Tu as parlé du pilotage de cogénération finalement. Est-ce que tu peux décrire très rapidement comment se passe ce pilotage de la cogénération, de quel matériel on a besoin pour le faire? Le pilotage, il se fait via des petits boîtiers de communication sur site qu'on va installer pour à la fois remonter les informations nécessaires à notre niveau et avoir la visibilité nécessaire pour piloter et en même temps justement envoyer ces signaux et s'interfacer avec l'organe de production pour être capable de mettre en œuvre à distance le pilotage et choisir les bons points de fonctionnement. Ça peut aller assez loin, on peut même gérer parfois le préchauffage de la machine pour prendre en compte toutes les contraintes techniques
et faire en sorte que ce soit aussi simple et transparent que possible pour l'exploitant. Dans l'idéal, on voudrait qu'il soit impliqué le minimum possible, enfin, à son niveau comme il le souhaite, mais faire en sorte qu'il ne soit pas affecté par le caractère dynamique du pilotage et qu'on puisse assurer une prise en charge maximale. Merci, merci Alexis. Alexis, il y a beaucoup de questions. Je propose qu'on avance sur la suite des intervenants et puis on reviendra aux questions à la fin. Merci Alexis en tout cas pour cet exposé vraiment très clair sur comment fonctionne, quels sont comment fonctionne un agrégateur, comment fait un agrégateur pour valoriser une cogénération sur les marchés. Donc on a vu finalement qu'il était possible de valoriser la cogénération à la fois dans une logique d'énergie, on valorise finalement les mégawattheures qui sont produits, on valorise également la capacité de la cogénération à venir en soutien au réseau électrique, et ceci grâce notamment aux agrégateurs. Mais une autre façon de faire, plutôt que de revendre cette énergie, c'est finalement de l'autoconsommer directement sur place. On l'a dit en propos introductif, il existe une façon bien connue d'autoconsommer cette électricité, c'est l'autoconsommation individuelle. Il existe depuis, et c'est un peu plus récent, l'autoconsommation collective qui permet, on va le voir, de consommer, comme son nom l'indique, collectivement. Finalement, l'autoconsommation individuelle, le producteur est également l'unique consommateur. En autoconsommation collective, on a plusieurs consommateurs et plusieurs producteurs qui sont associés. Alors, je voudrais introduire Régis Contreau. Régis, bonjour. Tu es le chef de projet usage de l'énergie chez GRDF. Tu travailles notamment, entre autres, sur cette question de l'autoconsommation de l'énergie. On l'a dit, elle peut être individuelle, elle peut être collective. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes façons d'autoconsommer son électricité qui est produite et finalement nous expliquer quel est le rôle de la cogénération dans l'autoconsommation? Oui, merci Younes et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'autoconsommation avec la disparition des tarifs d'achat continue à progresser et c'est quelque chose qui, de manière générale, devient de plus en plus présent dans le paysage énergétique français. On va pouvoir voir sur le visuel suivant qu'elle se développe depuis plusieurs années. Alors, le principe de base, c'est l'action pour un producteur d'énergie de consommer tout ou partie de cette production pour ses besoins, in situ ou à proximité, en utilisant le réseau énergétique. Alors, l'autoconsommation, finalement, c'est un peu dans la même logique que quand on a son potager juste à côté de chez soi et qu'on récolte ses propres légumes. Et bien là, on produit sa propre énergie et on l'utilise directement en essayant de la dimensionner par rapport à ses besoins. Et donc, vis-à-vis de l'autoconsommation, on distingue le taux d'autoconsommation, donc c'est la part de production qui est consommée in situ, et le taux d'autoproduction, qui est quelque part un peu le taux d'autonomie, qui a été la part de la consommation qui a été produite in situ. Ce sont deux éléments qu'on voit régulièrement. Alors, il y a premièrement, comme tu le disais Younes, l'autoconsommation dite individuelle, c'est-à-dire que ça se fait au sein d'une seule et même entité juridique, par exemple au sein d'une même maison, ou quand une cogénération est installée en chaufferie, on va autoconsommer l'électricité produite directement sur les communs ou les services généraux d'un bâtiment. C'est possible depuis longtemps, c'est monté en puissance, Enedis recense plus de 70 000 installations alimentant directement le bâtiment, et c'est possible notamment pour des installations photovoltaïques qui se couplent très bien aux technologies gaz, aux modules de micro et mini cogénération. On l'a dit tout à l'heure, Alexis disait que tout ce qui était flexibilité, valorisation sur les marchés, on est plutôt sur des systèmes de taille de quelques centaines de kilowatts électriques, même si c'est possible pour des plus petits systèmes. Là, en général, l'autoconsommation, c'est de l'ordre de quelques kilowatts électriques à quelques dizaines, quelques centaines de kilowatts électriques. Et il y a enfin les piles à combustible, qui sont des systèmes de cogénération également, qui intègrent une pile à combustible, qui sont déjà commercialisés. Et donc là, on est plutôt sur de la maison individuelle. Alors, l'autoconsommation individuelle, elle est intéressante quand la consommation électrique est suffisante et continue sur le site sur lequel on se trouve, et lorsque le prix de l'électricité est supérieur au coût de production. Donc, ça dépend des technologies, mais comptez de 60 à 100 euros du mégawattheure en termes de coût de production pour une cogénération. Et donc, ça peut se retrouver pour des maisons individuelles, donc je l'ai dit, photovoltaïque, pile à combustible,
Pour des immeubles de plus de 50 logements, et on peut mettre des cogénérations de 3 à 5 kW électriques, on verra, c'est quand même plutôt petit. Pour la santé, EHPAD, hôpitaux, pour des bureaux, où là on compte 6 kW électriques pour 1000 m². Mais on se rend compte que cette autoconsommation individuelle, certes, si elle est très intéressante, elle peut être aussi dans l'industrie, elle limite la taille des cogénérations, et c'est pourquoi on va s'intéresser à ce mécanisme qui existe depuis 3 ans maintenant, qui est l'autoconsommation collective. Régis, peut-être avant de poursuivre, si on prend, pour être très concret, si on prend l'exemple d'un bâtiment collectif qui disposerait par exemple de panneaux solaires sur son toit ou de cogénération dans la chaufferie, pour quels usages ce bâtiment peut utiliser la cogénération dans une logique d'autoconsommation individuelle? Alors, dans une logique d'autoconsommation individuelle, du coup, ça va être réservé uniquement au commun, aux services généraux, à l'éclairage, à l'ascenseur, à la ventilation. Et donc, on se rend compte que finalement, la consommation électrique n'est pas non plus énorme. Et donc, c'est pour ça que l'autoconsommation collective est intéressante, puisqu'elle permet de partager l'électricité, si je reprends ton exemple, Younes, entre les appartements de ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on valorise l'électricité, y compris dans les communs, mais dans les appartements aussi qui constituent ce bâtiment. Et ça, c'est une réelle nouveauté depuis quelques années. Et ça permet d'avoir une production électrique qui est plus importante. En fait, la différence par rapport à l'autoconsommation individuelle, c'est qu'on utilise le réseau électrique public de distribution d'électricité. Alors, une opération d'autoconsommation collective regroupe un ou plusieurs producteurs d'électricité et un ou plusieurs consommateurs qui peuvent être de différents segments. Et ils sont liés entre eux parce qu'on appelle une personne morale organisatrice. J'y reviendrai juste après pour vous l'expliquer parce que c'est un peu l'élément central. Ils peuvent, ces producteurs et ces consommateurs peuvent se regrouper sur un réseau basse tension relevant d'une certaine proximité géographique. Aujourd'hui, dans un cercle de diamètre 2 km dans la plupart des cas, et dans quelques cas, avec des exemptions du ministre de l'Énergie, on peut monter jusqu'à 20 km, notamment dans des zones rurales. Mais c'est en augmentation, et on voit du coup que ce mécanisme s'assouplit. À noter dans cette opération que nous avons systématiquement besoin pour les consommateurs d'un compteur communicant et qu'il n'y a pas de changement technique particulier. La cogénération est installée, réinjecte son électricité soit en surplus, soit en totalité. Et c'est le fournisseur qui va continuer, alors en sachant que le consommateur garde le choix du fournisseur de son choix, et que c'est lui qui va facturer les coûts réseau, y compris pour les kilowattheures qui sont auto-consommés. À savoir que pour ces coûts réseau, il existe différents formats de TURP, de tarifs d'utilisation des réseaux, et il y a un TURP spécifique à l'autoconsommation. Pour la cogénération, ce TURP spécifique est intéressant et permet d'avoir des coûts réseau qui sont inférieurs au TURP dit standard. Par rapport au C16, on observe pas de contrainte sur la durée de fonctionnement, donc du coup on peut fonctionner toute l'année, c'est intéressant, on peut plus produire, plus utiliser sa cogénération. Et donc du coup, on peut espérer mettre une cogénération de 15 kW électriques pour des immeubles de 30 logements, 50 kW électriques pour 80 logements, et tous les segments tertiaires avec un besoin de chaleur. J'en ai parlé, du coup je vais faire maintenant un focus sur la personne morale organisatrice, et qui est du coup au cœur de l'opération. Elle regroupe donc les producteurs et les consommateurs, et elle signe une convention d'autoconsommation avec Enedis. Et ce qu'elle communique à Enedis, ce sont les clés de répartition, c'est-à-dire qu'à chaque pas de temps du Linky, une demi-heure, Enedis va reconstituer ce qui est produit localement, donc il est communiqué par la PMO, quelle part de la production est affectée à chaque consommateur dans l'opération d'autoconsommation collective. Je reprends l'exemple des appartements, combien j'affecte à chaque appartement, ça c'est à déterminer en fonction de la PMO. C'est un peu en fait le chef d'orchestre, hein, cette personne morale organisatrice. Elle peut avoir différents formats. Bien souvent, c'est une association loi 1901, assez simple. Ça peut être aussi une société, une copropriété, une coopérative ou un bailleur social, ça dépend des cas. Ça met en avant le fait que, même s'il n'y a pas de changement technique par rapport à l'autoconsommation, notamment collective, un appui juridique peut être nécessaire dans certains cas.
Je finirai ma présentation du coup par un exemple d'une opération d'autoconsommation collective qui est en cours de montage à La Rochelle, dans un bâtiment existant, donc qui était déjà équipé d'une cogénération qui était en autoconsommation individuelle. Alors, elle est encore à l'étude, hein, cette opération, mais on n'arrivait pas à autoconsommer la totalité d'électricité produite sur les communs, donc on est en train de la passer en autoconsommation collective. Ce sont 100 logements sociaux qui devraient passer dans ce mécanisme d'autoconsommation et qui permettrait un gain supplémentaire de 60 € par an par logement. Quand on sait les ravages que peut faire la précarité énergétique, 60 €, ça n'est pas rien. Et donc, ça permet du coup aux locataires de pouvoir bénéficier complètement de cette électricité. Et ça permet à la cogénération d'avoir un taux d'autoconsommation supérieur à 95%. Alors, dans ce cas-là, c'est une cogénération de 20 kW électriques. Merci Régis. Peut-être une petite question. Tu as parlé d'autoconsommation individuelle et d'autoconsommation collective. Finalement, le dimensionnement d'une cogénération en autoconsommation individuelle est-il différent du dimensionnement d'une cogénération en autoconsommation collective? Alors oui, puisqu'en autoconsommation individuelle, il faut dimensionner en fonction des besoins thermiques, hein. On va absolument valoriser la chaleur dans ce type d'opération, comme de manière générale avec de la cogénération. Mais donc, on va non seulement en autoconsommation individuelle regarder le besoin de chaleur qu'on va avoir et qui doit être au maximum contenu, alors bien qu'on puisse jouer avec un ballon de stockage, mais on va regarder aussi l'électricité. Et donc, dans quelle mesure je vais pouvoir garder mon électricité dans mon bâtiment sur la même entité juridique. Alors, qu'en autoconsommation collective, on est tranquille sur l'électricité, puisqu'on va pouvoir la valoriser sur un ensemble de logements ou de bâtiments tertiaires qui sont à proximité, et on va faire en sorte d'avoir une taille suffisante d'opération pour pouvoir valoriser l'électricité à souhait, et donc, du coup, uniquement dimensionner sur la chaleur. L'éventuelle électricité excédentaire, elle peut être valorisée auprès de ce qu'on appelle un acheteur d'obligé, qui est bien généralement un fournisseur d'énergie ou un agrégateur. Merci Régis. Une autre question qui provient du chat. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un TURP alors que dans le cas de l'autoconsommation collective, on n'utilise finalement pas le réseau? Alors, est-ce que vraiment on n'utilise pas le réseau? Eh bien si, dans l'autoconsommation individuelle, on n'utilise pas le réseau, mais dans l'autoconsommation collective, oui. Reprenons l'exemple fil rouge qu'on a depuis tout à l'heure en résidentiel collectif. J'ai ma cogénération en chaufferie, injecte de l'électricité au niveau des communs, l'excédent va bien passer par le réseau Enedis puisqu'il va passer par la colonne montante. Et donc, ce TURP va facturer l'utilisation de ce réseau-là. Alors, on peut noter qu'il est en cours d'évolution. La prochaine version du TURP devrait être un peu plus favorable en termes de coûts affectés à ça. Parce que toute la question, c'est quelle part du TURP on va payer par rapport au fait qu'on utilise finalement une petite partie du réseau électrique. Mais le réseau électrique fournit bien une espèce d'assurance, permet le maintien en fréquence en fait de ces installations. Peut-être une dernière question avant d'avancer. On nous dit, ici on parle d'autoconsommation collective pour le tertiaire, donc notamment l'immeuble, c'est l'exemple qu'on a pris. Qu'est-ce qu'il en est des autres secteurs? Et prend notamment l'exemple du secteur industriel. On peut même élargir à l'ensemble des secteurs. Alors, on peut effectivement, alors j'ai accès à résidentiel tertiaire, mais je le dis rapidement au début, on peut avoir de l'autoconsommation individuelle dans l'industrie. Après, le truc, c'est que le coût de l'électricité dans l'industrie étant quand même assez faible, arriver à rentabiliser ces opérations n'est quand même pas évident. Donc, il faut qu'au cas par cas vérifier que le coût de production va être inférieur au coût acheté depuis le réseau. Et donc, ça relève un peu finalement de la première partie de cette présentation qu'a fait Alexis, où on va avoir des mécanismes complémentaires de valorisation sur les marchés. Dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective, on pourrait effectivement imaginer inclure des industriels du moment qu'ils respectent les conditions de l'opération d'autoconsommation, des critères de typologie de réseau et de distance par rapport à la production. Donc, je le rappelle aujourd'hui, 2 km. Bien, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup Régis pour cette présentation sur l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Il y a encore quelques questions, on essaiera d'y revenir à la fin, si on a le temps. Donc on a vu finalement que revendre l'électricité sur les marchés, valoriser la flexibilité, l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective, ce sont différents moyens de valoriser l'électricité qui est produite
par une installation de cogénération dès 2021. Mais maintenant, si on prend un petit peu de hauteur, on peut aussi constater que le développement de ce qu'on appelle les communautés énergétiques locales et plus largement la tendance à l'autonomie sont des opportunités intéressantes pour cette technologie pilotable et pour les gaz et les gaz verts en général. Pour les collectivités en particulier, l'autonomie énergétique, c'est une façon simple de permettre aux citoyens de se réapproprier la question énergétique, de se poser les bonnes questions et permet finalement de sensibiliser sur la nécessité de consommer mieux, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, mais aussi de consommer moins, on parle de sobriété. Pour illustrer cela, je vais accueillir notre prochain intervenant qui est Emmanuel Delmotte, le maire de Châteauneuf. Emmanuel, bonjour. Vous êtes donc le maire de la commune de Châteauneuf dans les Alpes-Maritimes, dont on voit une magnifique photo à l'écran, et également vice-président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Vous avez lancé une démarche d'autoconsommation collective à l'échelle de votre commune qui s'inscrit plus globalement dans une démarche d'autonomie énergétique, mais aussi alimentaire. Vous allez nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce beau projet et plus globalement de la vision que vous portez pour votre commune relative à l'autonomie? Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci de me donner l'occasion de m'exprimer et surtout d'exprimer un point de vue humain dans ce débat technique. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Régis juste avant, puisque l'exemple était bon. Tout à l'heure, il parlait de l'autoconsommation comme un lien avec le potager et la production de ses légumes, si j'ai bien entendu. Donc, le projet de Châteauneuf, globalement, c'était de se poser une question sur l'impact de son territoire et ses activités collectives sur le territoire, sur la planète, sur les impacts environnementaux notamment, mais aussi sociaux. Donc, et j'ai vu avec plaisir, Régis, que vous montriez l'impact sur le coût énergétique dans les logements sociaux vers Nantes. C'est vrai qu'il y a une dimension environnementale, une dimension sociale à la maîtrise et à la maîtrise de l'énergie, mais surtout à la réduction des pertes. Parce que ce qui m'intéresse, moi, comme dans l'agriculture, comme dans les déchets, c'est de réduire les pertes et d'utiliser et d'avoir un optimum d'utilisation localement sans avoir des besoins de transport. Donc, je vais essayer rapidement de brosser un peu l'histoire de ce projet d'autoconsommation collective à Châteauneuf. Régis, tout à l'heure, disait que c'était il y a eu les textes réglementaires relativement récemment, puisque ça a 3-4 ans, l'autoconsommation collective, de possibilités. Donc, nous avons, dès 2018, réfléchi avec l'aide de nos partenaires, et je conseille à tout le monde de s'entourer de partenaires techniques sérieux, parce que vous l'avez vu, Régis en parlait tout à l'heure, il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes techniques. La définition de l'AMO, c'est important, la PMO, c'est important, les choix, et de s'entourer tant des faiseurs sur les énergies renouvelables que sur la cogénération. Donc le projet Châteauneuf est assez simple. Le premier mandat en 2014, c'était une autonomie alimentaire, une recherche d'une autonomie alimentaire territoriale, et qui a débouché bien sûr sur un document d'urbanisme avec des terres agricoles protégées, un tiers du territoire, un tiers en espace naturel. La commune de Châteauneuf, c'est 3500 habitants. C'est un projet commencé en 2014. En 2020, 100% des repas scolaires sont produits bio, dont près de 80% produits sur le territoire de la commune en aspect alimentaire. Donc ça, c'était un projet, j'allais dire, qui avait trouvé sa vitesse de croissance pendant les 5 ou 6 premières années du mandat dernier. Et il y avait en parallèle une réflexion qui s'est tout de suite tournée sur la production d'énergie, l'utilisation de l'énergie et la réflexion sur des modes énergétiques et de choix énergétiques économes et satisfaisants pour notre planète, notamment en matière de production de CO2. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a des questions qui ont été sur le web sur les productions de gaz à effet de serre. Donc, nous, quand on a construit notre projet alimentaire, tout a été basé autour d'un bâtiment qui était à multi-usage, qui devait donc recevoir la cuisine centrale, la cantine pour les écoliers, 300 écoliers quand même, et des activités sportives, puisqu'il y a des salles de judo, des salles de danse, un bâtiment multi-usage, à peu près près de 2000 mètres carrés,
et une grosse réflexion sur la gestion de l'énergie de ce bâtiment. Nous avons un partenaire depuis plus de 30 ans sur la commune, puisque nous utilisons du gaz de ville. Et naturellement, nous sommes retournés vers notre fournisseur et nos partenaires, qui était GRDF à l'heure actuelle, et qui, pour la réflexion sur les usages du gaz, mais surtout les usages de cogestion et de cogénération. Rapidement, on a pu voir qu'en économisant et en ayant un bâtiment fortement économe, on pouvait, à l'aide d'une petite cogénération, arriver à une autonomie énergétique du bâtiment pour, au départ, avoir un bâtiment qui était neutre. Hein, le but du programme en 2014, c'était un bâtiment neutre. On ne pensait pas et on ne réfléchissait pas encore au bâtiment positif et à la consommation collective. Au cours du déploiement de ce bâtiment, donc livré en 2017, on a pu constater que, j'allais dire, il était très performant, puisqu'on produisait beaucoup de chaleur, notamment un petit peu avec la cogénération, mais beaucoup avec les gros frigorifiques des chambres froides, qui nous permettaient de récupérer une forte quantité d'eau chaude sanitaire, et qui était à peu près qui était fonctionnel quand le bâtiment fonctionnait à merveille, c'est-à-dire qu'il était plein. Mais avec les effets du Covid, on s'est aperçu que les salles de sport étant fermées, on continuait à produire de la chaleur et à avoir des ballons d'eau chaude sanitaire qui étaient en constant donc très chaude, et donc on avait trop d'énergie. D'où la réflexion qui avait été lancée à l'époque de conforter notre idée d'autoconsommation collective. Nous étions sur une autoconsommation, disons, individuelle sur un seul bâtiment. Ce bâtiment a une source d'énergie et produit de manière importante. Autour du périmètre, donc, nous avons lancé une étude de faisabilité. Deux partenaires très importants nous ont aidés, donc je peux les citer, hein, le cabinet Texol sur la faisabilité de l'autoconsommation collective, avec tout un process de construction du projet allant jusqu'à la définition de la personne, de la PMO, la personne morale organisatrice. Et grâce aux aides du CRIGEN, c'est le lab de Engie, nous avons pu démontrer, après une étude assez poussée, que l'autoconsommation collective était possible. Il était possible d'atteindre une autonomie territoriale en énergie sur le territoire, avec bien sûr de l'utilisation de photovoltaïque, puisqu'on est dans le sud de la France, je vous rappelle, avec une utilisation d'autoconsommation collective sur les bâtiments publics et autres, et aussi avec un projet de méthanisation des déchets verts. Donc voilà un peu une structure de territoire qui se construit autour de l'autoconsommation collective. A été définie sur le territoire les trois secteurs, puisque Régis le notait tout à l'heure qu'il y avait une limite géographique de 2 km, un rayon d'1 km autour d'un poste source. Donc la couverture du territoire, c'est 3 secteurs de 2 km de diamètre. Et donc toute cette définition a été faite, les étapes techniques ont été montées, les choix maintenant qui restent à faire, et on a longtemps tergiversé, c'est pour ça que je pense que c'est important la partie juridique. On était parti sur une base de PMO qui s'associait avec notre coopérative d'intérêt collectif qui cogénère et qui anime le projet alimentaire territorial. Et on lui avait donné donc une vision et un statut de maîtrise de l'énergie aussi dans ces statuts. Mais la PMO est assez complexe et il est préférable, toutes les études juridiques nous le disent, qu'il est préférable d'aller vers une association simple pour porter la PMO. Donc voilà, des éléments, 3 ans d'études, de faisage, de diverses réflexions passionnantes. Pour arriver, on est en train de rédiger l'acte de la convention qui nous liera avec Enedis pour la fin de l'année, au début 2021, et de budgéter donc les futures sources. Enfin, pas une conclusion, mais j'ai peut-être été un peu rapide, je ne sais pas Younes, mais l'idée globale que je voulais introduire auprès des élus ou des différents décideurs
des choix énergétiques, penser systématiquement dans toute rénovation énergétique d'une chaudière, d'un établissement public ou collectif, d'y associer la réflexion au moins d'une COGE, qu'elle soit petite ou grande, mais l'autoconsommation individuelle sur un bâtiment, c'est le minimum. C'est le minimum qu'on doit faire quand on quand on rénove ou qu'on équipe un bâtiment en énergie. Donc voilà, alors pour conclure, Châteauneuf, c'est encore des nouveaux projets, puisque vous l'avez vu, une des problématiques de l'autoconsommation collective, c'est aussi le stockage de l'énergie. Là, si on veut ne pas avoir accès tout le temps à une revente d'énergie sur le réseau, et si on veut faire bénéficier de l'énergie au moment où on en a le plus besoin, surtout avec des énergies renouvelables comme le solaire, pardon, le stockage d'énergie est un élément crucial des équipements aussi, à réfléchir, même si ça peut rentrer dans la boucle d'autoconsommation. Donc, Châteauneuf a initié une thèse et on a lancé un projet Millénaire doctorant sur les énergies, le stockage d'énergie à partir de biodéchets. Donc voilà, pour boucler la boucle sur l'énergie, sur une petite commune de 3500 habitants qui espère un jour arriver, après avoir atteint une quasi-autonomie scolaire, mais une autonomie alimentaire, aimerait bien arriver à une autonomie énergétique. Voilà, j'ai brossé un peu le tableau de ce montage. L'autoconsommation, c'est vraiment quelque chose qui fédère, puisqu'elle intéresse à l'heure actuelle les citoyens. Il y a un comité de réflexion autour de ces débats-là, et surtout qui intègre chaque privé qui va installer des panneaux photovoltaïques sera en capacité de vendre son énergie à la commune. Et ça, c'est vraiment un souhait qu'on espère bientôt atteindre. Voilà, j'espère que j'ai balayé rapidement et donné un peu d'espoir à ces technologies qui ne doivent pas surtout se baser sur la disparition d'un prix ou d'un tarif. On sait que c'est important, mais nous, on a essayé de créer nos investissements sans subvention sur le tarifaire. Des subventions d'investissement, oui, sur les constructions, mais pas basées sur des coûts d'énergie ou de la creux, parce qu'on sait que nos rentabilités, elles sont trop... C'est fiscalisable et c'est pas forcément la réalité. Voilà, j'espère que... Je vous écoute, Younes. Merci Emmanuel. J'avais peut-être une question. Il me semble d'ailleurs que la cogénération que vous avez installée sur le bâtiment du Plantier, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la première brique finalement du projet d'autoconsommation collective de votre commune, cette cogénération est alimentée en gaz vert, n'est-ce pas? Oui, parce que, comme on l'a dit, j'ai vu tout à l'heure que il y avait des remontrances dans les chats sur les énergies non biodégradables, mais j'ai répondu tout à l'heure qu'on envisageait d'installer un méthaniseur à partir de nos déchets verts de la commune. Et il faut savoir que sur ce bâtiment de la cuisine centrale, on a prévu d'avoir des stockages pour les déchets verts des cuisines ou pour les fermentescibles. Donc, pour pouvoir plus tard créer notre propre source d'alimentation et être accordé avec une injection dans le réseau. Donc, à l'heure actuelle, la manière on a un fournisseur avec un contrat de gaz vert. D'accord. Voilà. Dans un premier temps, la cogénération est alimentée avec un contrat de gaz vert qui n'est pas forcément produit sur votre territoire, mais à terme, c'est bien l'objectif. C'est que vous soyez à la fois producteur de gaz vert et qu'il soit autant que possible consommé directement sur place, là où il est créé. Voilà, avec cette volonté de réinjecter sur la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis, dont je suis un des vice-présidents en charge de l'agriculture, mais est très intéressé aussi sur la problématique déchets. On a une réflexion pour essayer de traiter nos 40 000 tonnes de déchets verts annuels. Et c'est vrai que la méthanisation avec l'injection est un beau projet, et la récupération des digestats est un autre projet sur l'agriculture, puisqu'on porte aussi un volet de production agricole.
Donc, on peut avoir une combinaison et une réflexion sur ce projet d'avenir et pouvoir être autonome sur le territoire en gaz vert. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, on l'a vu finalement. Alors, peut-être on va passer à la phase de questions-réponses pour laisser un peu de temps. Mais juste en propos conclusif, je dirais que à la réponse, est-ce que la fin du C16, qui était notre question initiale, est-ce que la fin du C16 signifie la fin de la cogénération? Vous l'avez vu au travers de nos différents intervenants, la réponse est évidemment non. Il y a des solutions, il existe des façons de valoriser la cogénération, à la fois économiquement, mais aussi d'une autre manière, que c'est ce dont a parlé Monsieur le maire à l'instant, en remettant le citoyen au centre de tout ça, en valorisant économiquement, mais pas que. Et donc, il existe véritablement des solutions. Donc, il nous reste une dizaine de minutes pour aborder les questions. J'en ai listé quelques-unes. Chers intervenants, vous voyez également les questions. Si vous en voyez une qui vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre. Pour commencer, je vais peut-être parler une question pour Régis, qui peut d'ailleurs s'adresser à vous aussi, Monsieur le maire. Une collectivité peut-elle être PMO? Ouais, alors il y a la question, effectivement, dans les questions qui sont montées, il y a des questions qui sont montées sur les PMO. La PMO n'est pas forcément un des membres de la PMO, c'est-à-dire c'est pas obligé que ce soit le producteur. Ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était les formats types qu'on voyait aujourd'hui sur les premières opérations. Il doit y avoir une trentaine d'opérations qui sont services d'autoconsommation collective. Donc ça peut être un membre extérieur, c'est bien souvent une association. Sur le fait que ça soit la collectivité, peut-être que je vais laisser Monsieur le maire répondre par rapport aux choix qui ont été faits à Châteauneuf. Alors, merci Régis. Le point central au départ de la PMO, pour nous, ce qui devait porter la PMO, c'était notre société coopérative d'intérêt collectif qui gère les différents projets. Il se trouve que la difficulté de la gestion de la PMO, c'est l'entrée-sortie des gens qui ont bénéficié de l'autoconsommation collective. Et si vous voulez globalement y amener tous vos habitants à être actionnaires et à prendre l'électricité dans l'autoconsommation collective, ils ont aussi un choix d'en sortir quand ils veulent. Or, la difficulté de gestion des entrées-sorties, si vous êtes en coopérative, si vous êtes en société ou en différentes autres formes juridiques, peut entraîner des difficultés d'organisation. Donc, alors que l'association, le mode associatif loi de 1901, dédié, permet d'avoir avec une gestion et un statut correct et des règlements corrects, permet de faire un entrée-sortie rapidement sans réunir des conseils d'administration. Voilà la difficulté principale. Pourquoi nous, on va être membre, bien sûr, de la PMO, mais on ne sera pas gestionnaire ni porteur de l'activité PMO. Et puis la deuxième chose qui était importante pour nos citoyens, ils l'ont fait sur l'activité agricole, il fallait qu'ils prennent en main les collèges, donc il ne fallait pas que ce soit, j'allais dire, un colcos de la commune. Donc l'activité agricole est gérée par une collectivité et elle est complètement, j'allais dire, séparée de l'avenir politique de la commune, pour être plus clair. Merci, Monsieur le maire. Il y a une autre question qui est un peu un corollaire, qui concerne la question, c'est est-ce que les administrés profitent de l'électricité qui est produite? Je crois que sur votre projet, vous les avez prévu une forme de phasage avec d'abord, je vous laisse le dire peut-être mieux que moi. Oui, le premier niveau, le premier cercle pour construire l'autoconsommation, il faut avoir une source de production. Donc la COGE est une toute petite source de production qui ne permet pas d'alimenter tous les bâtiments publics. Donc il faut qu'on investisse dans d'autres sources de production qui est à l'heure actuelle à l'étude des opérations de PV, de photovoltaïque, et une opération de méthaniseur. Quand les trois structures, au fur et à mesure qu'elles vont être montées, qu'elles vont émettre et qu'elles vont être capables de supporter autre chose que les bâtiments publics, il sera ouvert aux participants et aux producteurs. Ça, c'est la phase 2, mais dès que la PMO sera fixée et dès que l'opération d'autoconsommation sera inscrite, chaque citoyen pourra être fournisseur d'énergie avec son surplus de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire au lieu de contractualiser quand vous engagez sur
une vente d'énergie de vos panneaux photovoltaïques. Au lieu de contractualiser avec Enedis, vous pourrez contractualiser avec la PMO de l'autoconsommation collective. Voilà l'objet. Mais à moyen terme, chaque acteur pourra acheter son énergie et choisir d'acheter son énergie à la collectivité. Merci beaucoup. Peut-être une question pour Alexis. À partir de quelle puissance de cogé mise en œuvre ces procédures, donc quand il dit procédure, je pense qu'il parle de la valorisation sur les marchés, sont-elles mises en place? Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais peut-être que tu peux y revenir. Alors oui, il y a des seuils. Les seuils, j'ai donné des ordres de grandeur, 100 kW, 1 MW. C'est pas blanc et noir. Le tout, c'est plus la question de la souplesse et de la flexibilité des besoins en chaleur derrière pour des installations qui ont des fonctionnements extrêmement linéaires, très très stables. Finalement, toute l'optimisation, elle se fait en amont. Il n'y a pas un besoin d'optimiser au fil de l'eau au jour le jour. Au contraire, pour des installations où il y a un besoin de chaleur très fluctuant, forcément, la flexibilité disponible peut être très variable et l'optimisation se fait au fil de l'eau. Donc, c'est le premier critère. Et puis après, il y a celui de la taille. La taille, c'est plus par rapport à la difficulté de mise en œuvre. Il y a quand même des coûts qui sont associés à la valorisation sur les mécanismes, des coûts de matériel, des coûts de personnel, des coûts fixes. Et donc, forcément, plus l'installation est petite, plus il est difficile d'absorber ces coûts. Mais pas de réponse avec un chiffre. Merci Alexis. Une autre question peut-être tournée vers l'avenir, dirait-on, pour Régis. Existe-t-il des solutions de cogénération avec de l'hydrogène? Oui, je vous permets juste un truc par rapport à Châteauneuf, mentionner que ce sont 3 cogénérations qui étaient prévues dans l'opération localement et avec un gros effort de rénovation également. Et maintenant, je réponds à la question que tu me poses, Younes. L'hydrogène, oui, il y a beaucoup de choses autour de l'hydrogène dans le plan de relance en France et éventuellement de la possibilité que l'hydrogène puisse arriver dans les réseaux de gaz, notamment quand il est produit à partir d'énergies renouvelables. Alors, il existe plusieurs et nombreux fabricants, on ne les a pas mentionnés aujourd'hui, qui distribuent des cogénérations en France, et qui peut-être sont présents à ce webinaire. Parmi eux, nombre d'entre eux ont déjà fait des tests sur des cogénérations qui sont partiellement ou 100% hydrogène. Et donc, oui, des adaptations sont nécessaires, mais on sent que les fabricants se sont mobilisés pour travailler sur des technologies compatibles hydrogène. Donc, on pourrait voir des cogénérations effectivement fonctionner partiellement à l'hydrogène et raccordées au réseau de gaz dans les années à venir. Mais nous en sommes au début de l'histoire sur ce nouveau type de gaz vert qui accompagnera le développement de la méthanisation. Peut-être en complément, dire aussi que finalement, l'ensemble de ces cogénérations sont d'ores et déjà aujourd'hui compatibles avec le biométhane. Et comme tu viens de le dire, l'hydrogène viendra peut-être plus tard. Nous arrivons, je pense, au terme, pour tenir le délai d'une heure au terme de ce webinaire. On a eu, alors, quelques statistiques, peut-être, on a eu 51 questions, on en a traité environ 6 lors de ce webinaire. Donc, on tâchera bien évidemment de regrouper les questions qui sont semblables et d'y répondre par la suite. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants. Je leur laisse peut-être la parole s'ils veulent dire une dernière chose, et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Régis, peut-être, tu veux dire un petit mot? Ouais, je pense que c'est important de rappeler un grand merci à Alexis et Emmanuel qui étaient parmi nous aujourd'hui. C'est toujours intéressant d'avoir des témoignages externes sur des sujets. On voit bien, comme tu l'as dit, Younes, que la cogénération continue à avoir du sens dans le système énergétique français, dans la transition énergétique. Côté GRDF, on travaille également au développement des gaz verts. On a beaucoup parlé de biométhane, j'ai un peu parlé d'hydrogène. Il y en aura d'autres. On se rend bien compte quand on entend Emmanuel qu'à l'échelle d'un territoire, la méthanisation, les infrastructures gaz et le gaz en tant que vecteur énergétique est intéressant de par sa souplesse et la cogénération parce qu'elle est commandable et pilotable et efficace. Elle a du sens à l'avenir. Donc, on devrait continuer à avoir des projets de cogénération et en tout cas, GRDF sera présent, notamment via CJBAT,
pour accompagner ces projets. Merci beaucoup. Merci Régis. Monsieur le maire, Oui. Un dernier mot? Juste un dernier mot pour compléter ce que dit Régis. Notre projet, le problème majeur de l'énergie, c'est le stockage, c'est pas la production, c'est le stockage au plus près de l'utilisation. Je suis pas un spécialiste énergétique, hein, mais à l'heure actuelle, on a des sources d'énergie, en tout cas sur nos territoires, qui est notamment le solaire. On réfléchit à la géothermie et à d'autres sources aussi, mais le gaz a stocké cette énergie solaire qui est le photovoltaïque, les plantes, les déchets verts pour le transformer en gaz, pour l'utiliser au moment où on en a besoin. C'est pas non plus complètement irraisonné. Et pour moi, c'est un volume de stockage qui est de l'énergie qui est assez intéressante, le biogaz. Donc voilà, c'était une des remarques qui était importante aussi. Merci à tous pour cette intéressante intervention et ce webinaire. Merci, monsieur le maire. Alexis, tu souhaites dire un dernier mot? Juste un point, c'est quand même que la cogénération, on l'a bien vu dans tout ce qui a été dit, c'est un élément d'optimisation locale avant d'être quelque chose qui contribue à l'optimisation globale. Donc c'est au service du local, mais avec des possibilités de contribuer quand même au niveau du réseau, au niveau du système, à notre bien-être collectif. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci à nos 3 intervenants du jour pour la clarté de leur explication. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. On espère que vous avez appris des choses. Je vous le rappelle, la replay sera disponible. Un dossier plus complet, notamment sur l'autoconsommation collective, sera disponible en téléchargement. Et les slides de ce webinaire seront également disponibles pour tous les participants. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.